De substantielles agapes attendaient tout cet aréopage, on se congratulerait et on trinquerait à la tonte des riens et des riennes. Mais à l'extérieur des salons dorés, la fronde ne désarmait point. Les partisans de la faction de la Marche découvraient l'histoire. Beaucoup d'entre eux avaient toujours cru que celle-ci avait commencé avec l'avènement de leur divin bambin, et qu'avant cela, on vivait dans les grottes. Ils découvraient, effarés, que le peuple des riens et des riennes avait une mémoire, et que dans cette mémoire figurait en bonne place la grande révolution et ses aspirations. Beaucoup en avaient des prurites du côté de les médecins de M. Molière se congratulèrent. Cette marquise était des leurs. Monsieur de la Flippe, duc du Havre, premier grand chambellan de notre cynique Bobardeur, songeait à ses arrières. Il déclara qu'il concourait en tant que champion au tournoi des bourgmestres pour y gagner le fauteuil de bourgmestre de sa bonne ville du Havre. Ce monsieur du Havre était atteint d'une sorte de gale ou de pelade. Sa barbe se mitait chaque jour davantage et l'on se demandait quand arriverait le jour où l'on finirait par voir à travers lui. Le concours de la chasse aux gueux consistait à dégainer le trait le plus piquant. C'était là l'occasion de se faire remarquer aux yeux de sa morgueuse suffisance, laquelle avait donné le là dès les premiers jours de son règne. Monsieur de la Turquoise, dont les gras émoluments se montaient à 7000 écus par mois, pour poser son fondement dans le fauteuil de rapporteur à la chambre basse, gagna une joute avec cette petite salive dont les riens et les riennes qui curaient les égouts de la capitale goûtèrent tout le fiel. La pénibilité, c'est aussi beaucoup dans la tête. En bas, on comprenait chaque jour davantage pourquoi certaines têtes, précisément, avaient roulé autrefois dans la paille, que l'on étendait alors au pied d'une certaine machine. La bonne marquise de Citarte fut encore une fois l'objet de médisance. Des placards satiriques circulèrent qui la montraient affublée d'un masque, tantôt sur l'œil, tantôt sur la tête, légendés par les pénétrants propos qu'elle avait tenus chez monsieur de la Bourdin, gazetier de la bonne fille de son maître, BFM, bonne fille de son maître, lequel en était resté quoi? Je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais me dire, je me mets un masque, car il est vrai que je suis une importante, je suis une chambellane, mais je ne sais pas comment faire, parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, et après, on a du virus sur les doigts. Nul doute que cette clairvoyance passerait à la postérité. Madame du Trou de Balle formait avec son époux un couple des mieux assortis. À eux deux, ils cumulaient tous les vices. Monsieur du Trou de Balle, né de la Bourse Molle. Oh. Oui. Oh. Rattrapé par ses turpitudes, croupissait dans une geôle. Ou tout du moins, c'était ce qu'il tentait de faire accroire, afin de faire pleurer les naïfs et les sots. En réalité, il était devenu le cador incontesté des cachots. Il avait réussi à soudoyer ses gardiens et menait une vie de nabab. Madame du Trou de Balle, quant à elle, assurait l'intérim de son cher époux,
Elle avait posé son auguste fondement dans le fauteuil de bourgmestre de leur bonne ville de Levalais. Là, elle régnait en maîtresse sur une armée de domestiques asiates. La brouillonne baronne de la peine en écho, chambellane au labeur, remporta la mise. La perruque de travers, la sienne était faite d'un vilain foin que rien ne disciplinait. Chronique de l'an de disgrâce 20 de Julie d'Aiglemont. Merci à vous. Et un grand merci à toi, Christophe.